Je suis au Pérou, sur le lac Titicaca, et je me trouve sur une des îles flottantes qui est habitée depuis des siècles par les Indiens Huros. Ici, c'est le roseau qui constitue la base de tout. L'île est entièrement faite de roseaux. Chaque mois, on retapisse le sol pour le régénérer. Les maisons sont évidemment construites en roseau. Voilà, on est en train de couper d'ailleurs du roseau. Hola. Bonjour, je m'appelle Julie. Je m'appelle Marlène. Dites-moi, que faites-vous? Je suis en train de couper de la totora et ça, c'est le chulio. Et c'est la même chose que ça? Et que les maisons aussi? Comment ça se mange? Il faut le cuire? Ça se mange comme ça. Cru? Oui. Tu veux goûter? Bah oui, pourquoi pas. Ici, on le mange comme un fruit. Ah, un fruit, pas un légume. C'est sucré? Un peu. C'est le plus grand poireau du monde. Dolce, ouais. On n'a pas beaucoup de goût, c'est une sorte de liseron d'eau. On dirait de la salade, mais c'est pas mal. Es bonito? Sí. Muchas gracias, Marlene. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, Yoli. Ah ben ça commence fort au Pérou. Bon, alors ça, c'était juste un avant-goût de ce qui nous attend ici. Vous l'aurez compris, Fourchette et Sac à dos, cette fois-ci, s'aventure au Pérou, un pays dont on dit qu'il est le berceau génétique du monde, puisque près de 50% des végétaux que l'on mange aujourd'hui viennent d'ici. Alors nous, on ira du lac Titicaca jusqu'à la vallée sacrée des Incas, au cœur de la cordillère des Andes, un programme qui devrait s'annoncer assez surprenant. Vamonos? Vamonos. Le Pérou est le berceau de la pomme de terre qui semble avoir trouvé naissance spontanément dans les Andes il y a plus de 8000 ans. Depuis lors, elle constitue la base de l'alimentation des Péruviens. On en dénombre jusqu'à 4300 variétés. Les récoltes sont célébrées comme des fêtes sacrées. Avec le temps, les variétés dites natives ont laissé place à des pommes de terre standardisées. Mais depuis quelques années, le pays a remis en culture ces variétés endémiques, aujourd'hui très prisées des Péruviens car cultivées sans traitement et réputées d'une grande valeur nutritive. En altitude, les récoltes étant aléatoires, les hommes de l'altiplano ont mis au point une technique ancestrale de conservation appelée chunio. Pour cela, il faut faire geler les pommes de terre chaque nuit pendant une semaine. Au petit matin, elles sont foulées aux pieds pour en retirer la peau. Enfin, elles doivent être immergées pendant 10 jours dans la rivière pour être débarrassées de leur amertume. Et ensuite, que se passe-t-il? On les remet à sécher. Au soleil? Oui, au soleil. Celles-ci sont terminées? Elles sont prêtes? Oui. Elles sont prêtes. Elles vont aller au grenier. Ah, c'est incroyable! On dirait du papier mâché. C'est tout léger. Hop! Voilà. Il y a de la poussière qui sort quand on les tape les unes contre les autres. C'est complètement lyophilisé. Bon, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on cuisine le chunio. Et Juana, qui est un petit peu la cuisinière de la communauté, me propose de goûter cette fameuse patate. Hola! Hola. Hola, Juana! Soy Julie. Buenos días. Hola, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Quel est ton nom? Lorenza. Lorenza. Oh! Para saber. Je voudrais savoir combien de temps faut-il mettre les pommes de terre dans l'eau pour qu'elles se réhydratent? Pour les utiliser? Oui, pour les cuisiner. Lorsqu'on part du chunio sec. 1 heure. Alors là, pour vous dire, ça a vraiment la texture d'un chapeau de champignon de Paris qu'on aurait laissé un peu trop longtemps dans l'eau pour le laver. Et donc, on le tranche, enfin, on tranche la pomme de terre. Et à l'intérieur, on met le fromage des Andes. Depuis que je suis là, je n'ai vu qu'une seule sorte de fromage, une sorte de mozzarella bien tassé qu'on fait cuire en général. Vamos? C'est vamos. Hop, je me demande bien ce que ça peut donner, ça. Ok.
Juana fait d'abord bouillir les pommes de terre farcies pendant une vingtaine de minutes. Puis elle prépare une pâte à beignet dans laquelle elle les trempe avant de les faire frire. Comme ça? Je peux les mettre à cuire? Oui, oui, dans la poêle. L'huile est assez chaude? Oui. Vámonos. Quack. Voilà. Vas-y, vas-y. Oui, si, mais je veux enrober. Si, aquí? Il faut mettre un peu plus de pâte? Non, Non. on en a d'autres à faire. Surprenant, hein. Hola. Bonjour les enfants. Alors ça vous plaît le chuño? Mais voy à comer. Je peux y aller? Je peux goûter? Vas-y, tu vas voir comme c'est bon. C'est étonnant parce que, en fait, on a l'impression que la pomme de terre est à peine cuite. C'est assez doux, en fait. Je suppose que la congélation a transformé l'amidon en sucre et donc un côté un peu sucré. C'est bon. En tout cas, on tient au corps. Hein. C'est bon. Rico. Alors, que piensas? Alors qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves ça bon? Si, es rico? Gracias, Joana. Merci Juana. Ça, c'est pour toi. Merci. Ah, c'est pour moi, c'est un cadeau? Oui, maintenant que tu sais les préparer, Je vais faire du chuño à Paris. j'espère que tu reviendras. Vamos. Ciao. Hop. C'est parti. Ciao. Hop. Gracias, Modesto. Gracias. Waouh. Moins qu'on puisse dire, c'est que l'expression être au milieu de la pampa prend tout son sens ici. On est sur l'altiplano péruvien, c'est le royaume des lamas et des alpagas. Et pour savoir un petit peu quelle place tiennent ces animaux dans la vie quotidienne des populations locales, moi je vous propose d'aller passer 24 heures dans une communauté qui vit de l'élevage des alpagas. Enfin, si j'arrive à retirer mon sac, moi, il me faudra au moins une bonne côte d'alpaga pour me remettre de cette route. Hein. Voilà. Muchas gracias, Modesto. Hasta luego. Hola, buen día. Buenos días. Soy Julie. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenue. Merci beaucoup. Je m'appelle Eduardo Faustino Ramos Ramos. Je vous souhaite la bienvenue au nom de mon pays, Pérou. Muchas gracias. Et aussi au nom de la région de Puno, province Lampa, district de Palca, village paysan de Chulunquiani, secteur San Jerónimo. Voilà, je suis localisée. Que pasa? Dime. Et là, expliquez-moi ce que vous faites. Là, nous sommes en train de préparer un don à la terre. Là, il faut savoir quand même qu'on assiste à un moment relativement unique qui a lieu quelques fois dans l'année, pas plus, une ou deux fois. Et on va pratiquer un sacrifice de lama, c'est comme ça qu'ils disent ici, pour évidemment que ça leur porte chance et puis surtout pour célébrer la fameuse Pachamama, la terre. Ça, c'est de la coca. Il faut que tu la chiques, essaye. Et pour qué? Et pourquoi? Pour rendre hommage à la terre. Pour la santé aussi? Oui, c'est un médicament pour nous. Elle sert à quoi en fait? Quand tu as froid, par exemple, c'est très bénéfique. Un peu comme le café. Comme au café, ah oui, forcément, hein, dans la cocaïne, il y a de quoi être un peu dopé. Non, est-ce cocaïne? Il rigole, on ne lui fait pas. Non, il est vrai que pour arriver à transformer ça en cocaïne, il faut s'y prendre à deux fois. Hein. Bon, alors ça c'est fait.
Et ça, c'est quoi? Quand nous allons sacrifier l'alpaga, nous allons arracher son cœur et le brûler dans cette coupelle. Le cœur, vous allez lui arracher le cœur? Oui, Mais après l'avoir tué? oui, bien sûr. Et pourquoi choisissez-vous celui-là? Parce que c'est un mâle. Il a 2 ans. Je me console en me disant que ça les nourrit. Oh, et puis alors il lui ouvre le bide avant même de l'avoir tué, c'est atroce. Ah non, mais il ne retire pas du tout le cœur avant de l'avoir tué. Il aurait dû enlever son bracelet, hein, c'est plus difficile de rentrer. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, nous rendons hommage. Nous faisons une offrande à la Pachamama. Que l'année se passe bien. Et la lluvia. Pour faire venir la pluie? Oui, pour qu'il pleuve. Qu'il y ait de bonnes récoltes de pommes de terre, de fèves. Pour tout, en fait. Et qu'il n'y ait pas de maladie. Julie, il faudrait que tu enlèves ton chapeau. Ah si, claro. Si? Faut se découvrir, j'aurais dû y penser. Vous pouvez me dire ce qu'il y a dans cette sauce? Alors il y a d'abord de l'ail moulu, ensuite du cumin, du poivre, du sel, du silaou, une sauce de soja au blé fermenté, et de l'huile. Et tu portes cet habit traditionnel tous les jours? Non, seulement quand il y a des événements importants comme aujourd'hui. Et tu crois que je peux essayer ton chapeau? Si tu veux, tu peux essayer le mien. Hey! Alors les filles, vous en pensez quoi? Il te va très bien. J'adore! Mais l'on ne fait pas que se nourrir de l'alpaga. On l'utilise également pour sa fibre, la laine la plus chaude du monde, dont le commerce constitue la principale source de revenus des populations de l'altiplano. À quel âge commence-t-on à tondre l'alpaga? Dès l'âge d'1 an. Mais ceux-là sont plus jeunes, non? Ceux-là sont trop petits. Donc ce ne sont pas eux que l'on va tondre, c'est le grand là-bas. Seulement cet adulte. Évidemment, c'est de la laine, donc ça brûle dans les doigts. Hop! Waouh! Trop bête. Je vais lui arracher la laine avant même qu'on l'ait rasé. Ça, c'est la bonne façon de l'attraper. C'est un alpaga ou un lama? Il y a des différences, non? C'est un alpaga. La principale différence, c'est que le lama a moins de laine. Tout se fait à la main, dis-donc. C'est un sacré boulot, hein. Ça prend du temps. Chez nous, un coup de rasoir électrique et c'est fini. Allez, vas-y, casse-toi! Oh, t'es moins jolie quand même qu'au départ. Alors maintenant, la dernière étape, c'est de sélectionner, comme ils disent ici, la laine. C'est-à-dire qu'on retire avec les mains les fibres extérieures qui sont salies, tout simplement, par le temps. Et on garde le dessous qui est le tout doux.
On a gagné une belle couverture. Je sais pas pour vous, mais moi je préfère cette cérémonie à la précédente. Hein. Voilà pour vous. Merci beaucoup, c'est très aimable. Comment Ça se mange comment? Comme ça? C'est comme ça? Ah non, ça se fait pas. Oh, je vais faire, moi. On a dû avoir une montée d'adrénaline quand même, hein, quand on lui a retiré le cœur, hein, parce que... Le condiment est assez dominant, donc pour ce qui est du goût, je dirais que ça se rapproche relativement du mouton, malgré tout. C'est pas mal, je pense que je pourrais m'en contenter. De toute façon, là, avec le morceau qu'ils m'ont mis, j'en ai pour 3 jours. Merci. Bon, tout ça est quand même totalement surréaliste et en même temps très sympathique. Nous sommes à 3800 mètres d'altitude, sur l'altiplano péruvien. On vient de sacrifier un alpaga. Visiblement, le ciel nous a entendus parce que tout à l'heure, il a un peu plu. On est en train de le manger, enfin autant que possible, autant que je peux arriver à dépioter cet animal. Je ne sais pas si on va réussir à faire plus exotique la prochaine fois, à moins d'aller sur la Lune. En tout cas, ne loupez pas la suite de Fourchette de Sacado au Pérou. Riquísimo. Sí. Muchas gracias todos. Muchas gracias. Provecho. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Ya está C'est bien? bien ça? Adios, gracias. Bon, alors la première étape de cette journée très spéciale, c'est l'achat des ingrédients pour préparer la fameuse pachamanca, qui est un mode de cuisson traditionnel ici. Je vais retrouver Villa et Paulino. D'ailleurs, je dis acheter, mais je ne crois pas qu'on va acheter parce que c'est l'un des très rares marchés de troc au Pérou. Hola. Comment allez-vous? Bonjour, vous êtes Vilma? Oui, c'est moi. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Je te présente Adelma. Bonjour, moi c'est Julie. Alors nous allons acheter quelques ingrédients pour la pachamanca, c'est ça? Oui, là derrière. Mais acheter ou troquer? Comment dites-vous? De quoi a-t-on besoin? 2 plantes aromatiques. Quel type de plante? Tu vois, on utilise ça dans la pachamanca. C'est un mélange, menthe, coriandre. Et on met celle-ci dans la sauce au piment. Ah, dans la riz. Alors, qu'est-ce qu'on échange? Ah, on échange des pommes de terre, évidemment. Comment décidez-vous du nombre de pommes de terre pour ces herbes, par exemple? On fait ça un peu à l'œil, on s'arrange. Toi, tu le sais. Oui, c'est ça. Et la vendeuse le sait aussi. Allez, rajoutons un peu. Ah, comme quoi, hein, c'est pas parce que c'est du troc qu'il n'y a pas un peu de négo. Hein. Un peu plus de patates pour mes herbes. Si? Alors comment on met ça? C'est comme ça? Hop. Vas a cargar para ¿Sí? Pachamanca. Es la misma color. Chic. Petite ascension jusqu'à la maison de Vilma. Le souffle est très court en altitude. Je souffle comme une vieille vache. On a fait 3 pas, mais je suis épuisée. Muy cansada. Ah, on est à 4000 là quand même. Un poco descansar. Un poquito descansa. Sí. ¿Sí, no? C'est ridicule, mais j'arrive plus. Por aquí. Por aquí? Sí. On monte encore. Avant le repas, je suis la procession jusqu'à l'église.
Comme chaque année au printemps, en prévision du pèlerinage de Coyoriti, la Mecque des Andes, Chinchero est en fête. On danse, on mange, on se recueille à l'église, puis l'on part dans la montagne pour prélever un peu des neiges sacrées qui seront ensuite rapportées au village et fondues sur les terres arables pour favoriser leur fertilité. Revêtue d'atours catholiques, la religion andine s'apparente davantage à un syncrétisme. Pour tenter d'assimiler le discours religieux des missionnaires espagnols au XVIe siècle, les Incas procédèrent par comparaison et superposition. Ainsi, Dieu le Père est assimilé à Viracocha, dieu du soleil, le principal du panthéon Inca, et la Pachamama, déesse de la terre, est représentée sous les traits de la Sainte Vierge. Mais ici, tout le monde se dit catholique. Ensuite, nous entamons la préparation de la pachamanca. Il s'agit d'un repas cuit dans un four creusé à même le sol et constitué de pierres posées sur des tiges de fer, une sorte d'igloo minéral dans lequel on allume un feu pour chauffer les pierres. Alors Vilma, qu'allons-nous faire cuire dans la pachamanca? Nous allons mettre du poulet avec de l'ail, de la riz pour la couleur et que l'on va accompagner d'herbes. Que nous avons acheté au marché. Et là, ce sont les fèves. Oui, pour la pachamanca. Et du maïs. Et puis des pommes de terre. Et elles sont endémiques? Oui, c'est nous qui les cultivons. Tout cela va cuire dans la pachamanca. Comment allez-vous cuire le poulet? Vous allez le poser sur le reste? Oui, on va le poser. Mais vous n'allez pas le faire rôtir? Non, on va juste l'enrober de papier. De papier? Oui, ils sont en train de le faire, tu vois. Paulino met les morceaux de poulet directement sur le papier. Mais le papier ne va pas brûler? Non, regarde, nous l'avons humidifié. Ah d'accord, ils ont humidifié le papier. Malin, hein. Papier craft et hop, on va mettre ça sur les patates. Hallucinant. Au moins, c'est ce qu'on appelle une cuisson à l'étouffer. Je vais te mettre le costume. Ah, le costume traditionnel. Tu vas me ressembler. Si. Ah, dans la tête. Pollera. Ça, c'est les fameux jupons. Ça, c'est le goron. Comment ça s'appelle? Jovon. Montera. Enfin, celui-là, c'est l'iria. C'est pour les frileux. Qu'en penses-tu? Tu es très jolie. Oh, une vraie beauté. Allons nous asseoir. Attention à la quenouille.
C'est délicieux. Si, c'est phénoménal. Muy rico. Moi, je dis que c'est un des best de fourchette et sac à dos. Avec ce sens de la convivialité très péruvien. Et vous ne parlez pas pendant le repas? Non. Non. C'est pour ça qu'ils se taisent tous. C'est pour ça justement que je posais la question. Bon, ok. Bon, je ne demanderai plus rien. Non, tu pourrais t'étouffer. Je vous propose une halte dans un lieu plutôt inattendu du Pérou. On est ici aux Salines de Maras. Alors il faut savoir qu'autrefois, la cordillère des Andes jusqu'en Bolivie était entièrement immergée, recouverte d'une mer intérieure. Et en se retirant, la mer a laissé une grande quantité de sédiments marins dans la roche. Et ce sont les Incas, évidemment, encore eux, qui ont réussi par un très ingénieux process de canaux et de terrassement à extraire ce sel. Et ça dure depuis le XVe siècle. On va tout de suite aller voir comment ça se passe. Conservateur naturel, le sel a toujours été très précieux ici, au point d'être longtemps utilisé comme monnaie. Toujours en activité, les 2800 bassins de Maras sont exploités en coopérative par 360 familles locales. Nous avons rendez-vous avec Fidel, qui en gère l'exploitation. Hola, buenos días. Oups. Puedo? Je peux? Voilà, c'est de la terre ferme apparemment, ce qui n'est pas le cas partout. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis Benicio. Et moi, Fidel. Et d'où vient l'eau? Elle coule de la montagne. Elle est salée, bien sûr. Oui, elle est très salée. Je peux la goûter? Ah, mais c'est de l'eau de mer puissance 10. Incroyable. Muy salada. Muy salada. Pas faire de l'hypertension. Hein. Entonces, la agua... En fait, l'eau arrive par ici. Oui, pour l'évaporation. En fait, nous avons ici tout un système de canaux qui se divisent pour alimenter en eau toute la saline. Et ce sont les Incas qui ont tout construit? Oui, oui. Et rien n'a changé depuis? Non, nous travaillons de la même façon qu'à leur époque. Incroyable, on a l'impression de marcher sur de la neige, elle-même posée sur de la glaise. Et combien de temps vous faut-il pour obtenir ce sel? Un mois, juste un mois. Juste un mois. Alors racontez-moi comment ça se passe. Eh bien, on laisse entrer l'eau dans les bassins tous les 3 jours pendant un mois. Et ensuite, le bassin s'assèche et vous ajoutez de l'eau. Voilà, l'eau s'évapore en 3 jours et le sel reste dans le bassin. Je peux vous aider à ramasser? Oui, bien sûr. Vraiment très très impressionnant. Quand on arrive de la vallée, on ne peut pas soupçonner cette étendue de sel. Je ne sais pas comment ils font pour y travailler parce qu'il fait quand même une chaleur de bête avec la réverbération, l'abrasion naturelle du sel. C'est vraiment étonnant. Non? Non, Julie, fais attention, il ne faut pas les mélanger, c'est 2 qualités bien différentes. En fait, tu vois, Julie, il y a 3 couches. Celle-ci, c'est la fleur de sel. C'est un sel de grande qualité. La seconde couche aussi est comestible. Quelle est la différence? C'est la couleur. La fleur de sel est beaucoup plus blanche. Maintenant, regarde, au contact de la terre, on trouve la 3e couche, qui sert surtout pour le bétail. Il est mélangé à la terre. Oui, il sert dans l'industrie. Et ce sel-là, vous ne l'utilisez pas? À qui? Les stalactites de sel? On appelle ça le sel sédimentaire. Si, on s'en sert pour les animaux aussi. Oula. C'est un dentier de créatures préhistoriques. On s'en sert pour le bétail. De la même façon que la 3e couche. Entre.
Voici notre grenier Le trésor de Maras. de tous les producteurs. Et combien de kilos de sel ça représente? Je ne peux pas le calculer. En tout cas, ça doit tourner autour de 1000 quintaux environ. Et c'est la production d'une année? Non. Non, ce n'est qu'une partie de la récolte. Alors que faisons-nous maintenant? Nous allons ioder le sel. Ok. Le sel de Maras est dépourvu d'iode à l'état naturel. Il est pourtant indispensable de lui adjoindre cet oligo-élément pour éviter les problèmes thyroïdiens et autres crétinismes qui ont longtemps sévi dans la région. Ça, c'est vraiment un travail d'homme. Maintenant, il va falloir l'apporter à la balance. Tu veux de l'aide? Non, j'ai assez de force. Alors, 50 kilos. Cerca. Pas loin, pas loin. Perfecto, non? 50 kilos. 50. Et à quel prix allez-vous vendre ce sac? 30 sols. Non, 13. Ah, 13 sols. Donc 3 € pour 50 kilos. Monte sur la balance, s'il te plaît. Je veux savoir combien tu pèses. Coupé. 65? Non. 65? Non, mais ça va pas. Non, 65? 64. Oui, Ouais. 64 ans. Allez. Fin de la séquence, c'est parti. Wow. Gracias, Benicio. Merci Benicio, merci Fidèle pour ce voyage au pays du sel. Gracias. Adios. Voilà. Alors ici, on est à Calca, c'est un petit village situé à peu près à 1 heure de Cusco. Et je viens visiter un élevage. On y élève des animaux qui sont assez connus chez nous, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, les cochons d'Inde. Hola. Bonjour. Gracias. Soy Julie. Hola, mi nombre es Lino. Moi, je m'appelle Lino. Encantada, Bienvenue. Lino. Muy bien. Eso es tu casa. Ça, c'est votre maison? Oui, c'est mon petit chez moi. C'est très joli. Bonita. Voici mon petit élevage. Tu vois, ici, ce sont mes animaux. Je les élève pour les manger, mais je les considère aussi comme des membres de la famille. Et vous les appelez comment? Des cochons d'Inde? Cochon d'Inde? En fait, c'est l'ancien nom. Maintenant, on appelle ça cuy. Cuy. Laisse-moi te montrer mon grand champion. Ce cuy a gagné plusieurs concours. Je voudrais que tu le caresses. Tiens, prends-le. Ah oui. C'est une femelle ou un mâle? C'est un mâle. Ah, ça mord. Il faut le caresser. C'est un champion? Oui, un champion. Tiens-le ici. Ah, ok. C'est un beau mâle reproducteur. Il est magnifique, hein? C'est le champion des couilles. Attends. Ah, il veut rentrer. Voilà. Hop. Tuc. Et là, il n'y a que des mâles? Ce sont des couples. Si tu mets 2 mâles ensemble, ils peuvent se battre à mort. Les mâles ne peuvent pas vivre ensemble. Il faut toujours les placer avec une femelle. Voilà. Conclusion, il suffit de caresser le couille. Ça, c'est le couille à poil, d'accord. Pas facile à attraper. Non? Oh là là, c'est des toutes petites couilles. Vous savez, c'est plutôt un animal de compagnie en France, pour les enfants. On ne le mange pas. C'est impossible pour nous d'en manger. Au Pérou, nous mangeons du cuy parce que, selon des études, grâce à cette viande, on garde une belle peau. Elle aide à rester jeune.
Elle contient beaucoup de protéines, mais très peu de gras et de cholestérol. Regarde, j'ai 50 ans et je parais bien plus jeune. Et ça, c'est grâce aux couilles. Et oui, parce que j'en mange beaucoup. Bon, Julie, je voudrais t'inviter à déguster un de mes couilles. Oh mon loup, toi tu vas passer à la casserole. On va en choisir un, on le met dans le sac pour pas qu'il s'échappe. Et maintenant, à la cuisine. Il faut vous dire qu'ils sont vraiment élevés pour ça, hein, parce que ne nous écrivez pas pour nous dire qu'on sacrifie les animaux. Hein. C'est un peu comme les lapins. Je crois que les lapins, c'est pas le meilleur exemple. Non mais si, soy un po tristo. Tristo. Je vais lui rompre le cou. Oh non. Ah! Ah! C'est atroce. Ah, c'est atroce. De toute façon, on ne le gardera pas. Au montage final, on ne le gardera pas. C'est dégueulasse. Et maintenant, je vais le confier à ma femme. Oh, Bonjour. Hola, señora. Et tu vas voir comment on le prépare. Si. Ça, c'est la cuisine? Oui, c'est là que nous allons peler le couille. Oh, pauvre petite bête. Tu vois, maintenant, je dispose ces pétales sur le couille pour que fleurisse ma grange et que nous ayons des couilles de toutes les couleurs. C'est un rasage de près. Hein. Bon, pendant qu'ils préparent le couille, moi, je leur ai rapporté une petite spécialité de ma région, enfin adoptive. Je me suis dit que on allait faire quelque chose d'un peu particulier quand même. Hein. J'allais essayer de rivaliser avec une spécialité bordelaise, pour ceux qui connaissent, la lamproie à la bordelaise. En principe, c'est la meilleure de la région, cuisinée par ma voisine Francette. Couille contre lamproie. Dans la série Ragoûtant, on a de quoi faire chez nous aussi. Hein. Alors là, c'est un peu fort. Je pense que je vais baisser le thermostat, je vais le mettre à 4. Voilà. Il est prêt? Oui, nous allons le garnir de condiments. Quel condiment? Tous ceux que tu vois ici. Ah oui, ça fait beaucoup. Et voilà comment on s'y prend. Ah, dans la gueule. Il faut en mettre dans tout son corps. Parce que vous cuisinez la tête aussi? Hop, petit cochon de lait farci. Listo, perfecto. Combien de temps pour le cuire? 1 heure et demie. Vous pensez que c'est prêt? Oui, il est cuit. Il arrive. Ah, il y a esta el cuy. Rôti à point. On va rien épargner. Hein. Tu vas voir, on va se régaler. C'est incroyable. Incroyable. Tu me donnes ton assiette? Gracias. Merci. Gracias. Et ici, tu as quelques pommes de terre. Et ça, c'est une sauce. Des salsas? Es una salsa. Ça va avec le couille? Oui, une sauce spéciale couille. Voilà. Tu as du mal, non? Non, au contraire. J'ai beaucoup de chance d'être ici avec vous pour goûter à un cochon d'Inde. Nous sommes ravis que tu sois là. Faut dire qu'en le mangeant, je n'arrive pas à oublier... Le moment où je l'ai tué? Non, plutôt l'animal vivant. Oublie tout ça, sinon tu ne pourras pas manger. C'est bon, c'est même très bon. Et vous savez une chose, je voudrais vous faire goûter un plat français très spécial. C'est un poisson. On va le goûter? De Paris? Ouais, j'ai vraiment hâte. Claro. Et voilà, à chacun sa spécialité. On appelle ça la lamproie à la bordelaise. C'est un poisson qui ressemble un peu à un serpent.
Attendez, hein, moi j'ai goûté le couille. El cuy, hein? C'est vrai que tu l'as mangé. Ah, gracias. Et c'est la mia vicina qui est Ah, et vous savez, c'est ma voisine qui l'a cuisiné. Voilà, j'en ai mis un gros bout. Con las manos, si tu quieres. Ah, alors? ¿Qué piensas? Qu'en penses-tu? Oui, Mais c'est très mucho, bon. mais... Si? mucho eso. Pour ceux qui ne connaissent pas la lamproie à la bordelaise, c'est très spécial. Ça a quand même un goût de terre assez prononcé, de sang et de vin de l'année. Si me anima a comer bastante. ¿Qué piensas? Está muy rica. ¿Está bien o no? C'est aigre-doux. Agridulce, si. Oui, exactement, avec la sauce au chocolat. Aigre-doux. Et tout? Et toi? Et pienso que Je me demande si el le cuy couille serait pas está délicieux cuisiné buenísimo comme con ça, el vino tinto au vin y rouge avec du chocolat, non? Vamos a probarlo. Nous allons Eh, essayer. si. Ah, Donc, Bah oui. Demain? mañana? Podría ser. C'est possible. C'est possible. Eh ben, ce petit cochon d'Inde grillé, je vais vous dire, je m'y attendais pas, mais c'est pas mauvais du tout. Un peu façon coquelet grillé. Non, ça vaut le détour. Attention, hein, au Pérou, hein, pas chez vous, je reviens sur ce point-là. On ne cuisine pas son cochon d'Inde, je précise. On le laisse dans sa cage, ça n'est pas recommandé. De la relativité des traditions. nous partons maintenant à la rencontre de producteurs de quinoa, à une centaine de kilomètres au nord de Cusco. À chaque déplacement, les paysages sont majestueux, saisissants de pureté et parfois même surréalistes. Comme cette bergère immobile. Hola, mami. Hola. ¿Qué haces? Chomba. Ah, para un... ¿Sí? Gracias. Adiós. Nous voilà dans la vallée sacrée des Incas, au cœur de la cordillère des Andes, et on va suivre la culture d'une graine essentielle ici, celle de la quinoa. Elle est pratiquée depuis plus de 5000 ans, depuis l'ère précolombienne, et elle permet aux paysans, aux communautés de survivre parce qu'elle est très riche en protéines. Tout de suite, j'ai rendez-vous avec Leandro pour la première étape, je suppose, la récolte. Verons-nous. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bonjour, comment vas-tu? Muy bien. Très bien, merci. Tu es Leandro? Je suis ravie de te rencontrer. Et donc c'est ça la quinoa? Oui, nous sommes en train de la récolter. C'est magnifique. Là, c'est la quinoa jaune. Ah, il commence à pleuvoir. On va se dépêcher de finir la récolte. Fais voir un truc. Je vais m'arracher le pied. Leandro, explique-moi comment on fait. Comment c'est assez. Je vais te montrer, c'est très facile. J'en ai 4. Hein. Alors, attendez. Ah Oula. Voilà, regarde. Ah, c'est à la base, d'accord. Tu vois, cette faucille coupe grâce à ses petites dents très effilées. D'accord. Entiendo. Ah, j'ai compris. Enfin, je pense que j'ai compris. Entonces, aquí. Ah, ça y est. Là, j'ai emporté la moitié des herbes du champ. Ah, ça, ce n'est pas de la quinoa. Non, ce sont de mauvaises herbes. Ah, mala hierba. Si, you apprendo?
Celle-ci, c'est la quinoa rouge. Voici la jaune et la blanche. C'est le nom qu'on leur donne ici. Les goûts sont différents? Oui, la quinoa blanche, par exemple, on l'utilise pour faire la chicha blanca. Ça se boit, non? Oui, ça se boit. On retourne à la ferme? Oui, rentrons la goûter. Ok. Au fait, dites-moi pourquoi vous ne transportez pas plutôt la quinoa avec des animaux? En fait, ils abîmeraient tout. Tu sais, quand les animaux transportent de la quinoa sur leur dos, ils frottent les ballots partout et toutes les graines tombent par terre. Merci de ton aide. C'est un plaisir. Tu nous as bien aidés à la récolte. Ici, c'est bon? Très bien, Julie. Ok. Une potion magique là. C'est ça la chicha de quinoa. C'est pour donner de la force aux compagnons. Tiens, c'est pour toi. Gracias. Est-ce qu'on a serré? Ça ressemble un peu à la bière, non? Non. C'est sucré. Si, c'est dulce, c'est vrai. Oui, c'est très bon, c'est sucré. Mais je ne peux pas dire que j'ai beaucoup travaillé. Donc c'est peut-être mieux que ce soit vous qui la preniez. Les bébés. Merci. À ta santé. Salut. Ici, on s'en jette toujours un petit, en fait, avant de travailler dans les champs, pour se donner un peu de force. Celle-ci, comme tu le vois, est sèche. En fait, elle a passé 2-3 jours au grenier. Et là, nous avons les 3 variétés. Oui, elles sont mélangées. Tu vois, c'est facile. Oui, c'est très facile. C'est un peu comme on effeuillerait un manteau marin, en fait. Quel genre de plat on peut faire avec la quinoa? Il existe beaucoup de plats, mais c'est ma femme qui cuisine en fait. Elle va te montrer comment elle fait la soupe. C'est possible? La sopa? Una sopa? Sopa de quinoa? Une soupe de quinoa? Merci beaucoup. Ça fait de la pêche, la quinoa. Où est-ce qu'on va? Un coup de peau. Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut que je la lave, sinon elle est trop amère. La cuisine est par là? Oui, par là. Je pose ça où? Ici. Ça, c'est une soupe alors. Oui, j'ai commencé à faire revenir des oignons et des tomates. Je vais maintenant ajouter ce que mon ami est en train de moudre. Oui, c'est de l'ail. Et ensuite, tu ajoutes de l'eau. Oui, de l'eau chaude. Et on va ajouter la quinoa qu'on a lavée. Le quinoa? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la coriandre et de l'origan pour la saveur. Ça donne du goût. Oui, beaucoup. Et là, c'est fini? C'est bon? Oui, c'est fini. Il ne manque que les pommes de terre. Incontournable, la papa. Enfin, fini ou presque. Il faut encore ajouter un œuf pour épaissir, du fromage andin pour les fils, une poignée d'herbes, sorte de menthe locale, et l'on remue soigneusement. Ah, au fait, n'oubliez pas de retirer les branches avant le service. Oh, c'est bon ça. Muy saboroso. C'est délicieux. C'est bon, hein? Mais ça, je peux vous dire que non seulement ça requinque, c'est chaud, donc c'est logique puisqu'il fait quand même pas très très chaud ici. Et en plus, on a l'assiette idéale, absolument équilibrée, aussi bien en termes de texture, de saveur, plein de protéines, des féculents, des végétaux, des légumes. Moi, j'en veux bien tous les jours. Hein.
C'est très équilibré. Exactement. C'est la nourriture des Incas que nous continuons à manger. Et alors, selon toi, pourquoi les conquistadors n'ont pas rapporté la quinoa? En fait, la quinoa, c'était la nourriture secrète des Incas. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais dit aux Espagnols que la quinoa était si nutritive. Les Incas la cachaient dans des greniers. De toute façon, tu sais, les Espagnols s'en fichaient. Tout ce qui les intéressait, c'était l'or. C'est l'or des Incas. C'est l'or de l'organisme. Et moi, j'ai une question. Est-il vrai que la quinoa est meilleure quand on porte un chapeau? Oui. Ah, gracias. Je l'aurais eu quand même. Alors, qu'en dites-vous? Si, C'est bonita. je vais goûter. Es muy diferente. On peut pas tout faire, hein. Gracias.